Je crois qu'il faut avancer de façon volontariste. Je pense que le statu quo est quelque chose qui tue, et je pense qu'il faut aller véritablement vers la décision qui devait être prise il y a 2 ans. On a des amis objectifs aujourd'hui, les Émirats et certainement l'Arabie Saoudite dans quelques semaines. Avancer avec eux, mais sans compromis. Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine hebdomadaire d'analyse géopolitique. Israël au cœur de sa région, Israël au cœur du Moyen-Orient, avec comme thème cette semaine, un thème à proprement parler géopolitique, quand et comment définir pour Israël ses frontières, quel sera le moment opportun pour Israël pour enfin définir ses frontières. Alors, avec nous pour en parler se trouve André Darmon. Bonjour et shalom André. Bonjour, je rappelle shalom. que vous êtes le fondateur et le rédacteur en chef du mensuel israélien francophone Israël Magazine, et puis vous êtes aussi un journaliste connu en Israël et en France pour la pertinence de ses éditoriaux et de ses analyses. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, je disais, est entièrement géopolitique, d'autant que paradoxalement, alors qu'Israël reste la seule démocratie du Moyen-Orient et aussi un pays aux réalisations économiques et technologiques étonnantes, eh bien, il demeure l'un des seuls pays au monde, parmi les nombreux États qui ont vu le jour et qui ont accédé à l'indépendance au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qui n'est pas encore, selon la formule d'usage, des frontières sûres et reconnues. Alors comment, avant qu'on rentre dans le détail de cette situation, comment expliquez-vous ce phénomène qui constitue quand même une exception sur la scène internationale ? Écoutez, on l'explique très simplement. Je veux dire, il faut savoir que chaque attaque, chaque agression d'un pays, et en l'occurrence, nous avons vécu l'agression de 6 pays, Israël, suscite des conséquences, et les conséquences, c'est le risque d'occupation du pays qui a pris l'initiative des attaques. Qu'est-ce qui s'est passé ? En 67, nous avons eu une attaque préventive d'Israël parce que l'Égypte, la Syrie et d'autres pays, 6 pays selon ma mémoire, se préparaient à attaquer Israël. Il y avait eu déjà la fermeture du détroit de Tiran qui empêchait les bateaux israéliens par l'Égypte. Donc c'est ce qu'on appelle un casus belli, un cas de guerre. Donc Israël a été obligé de prendre les devants. Prendre les devants. Il les a très bien pris puisque ça a pris 6 jours. Mais eux ont pris le risque de se faire occuper ce qu'Anatole France, notre grand écrivain, appelait le droit de conquête. Donc droit de conquête qui fait que celui qui attaque prend ce risque. Il s'avère que nous avons... Alors, les gens sont partagés, réoccupés, occupés, récupérés, libérés. On va pas faire de sémantique ici, mais en tout cas, nous sommes allés à Gaza et nous avons récupéré la Judée-Samarie. Et la Judée-Samarie qui n'a pas été reconnue internationalement, donc par l'ONU, par certains pays, etc. Alors que c'est la terre ancestrale du peuple juif. Entre-temps, nous avons pu annexer, en 81, le Golan, Jérusalem-Est, donc Jérusalem qui est devenue réunifiée, mais la Judée-Samarie reste toujours une espèce de problème. Je cherchais le terme médical pour un nœud gordien un petit peu de la situation. Voilà, donc ça reste encore un véritable problème. Et sur ce sont arrivés les accords d'Oslo et d'Oslo II qui malheureusement, j'allais dire, ont engendré tellement de violence, une violence inouïe palestinienne qui pouvait peut-être prétendre Oui, parce que c'était un accord intérimaire de paix. Oui, un accord qui s'est transformé en guerre d'Oslo. Ça s'est transformé en guerre d'Oslo, alors que c'était le premier pas pour trouver une solution au contentieux israélo-palestinien, et dans lequel cette Judée-Samarie avait été divisée en 3. Donc A, B, C. A, B qui était beaucoup plus... des zones, vous voulez dire. Des zones. Et la zone C qui était celle la plus orientale, donc celle qui nous protégeait le plus d'éventuelles invasions et qui comprend la vallée du Jourdain, le Jourdain, etc. Donc cette zone C qui devait revenir à Israël à terme. Et que Naftali Bennett lui-même, l'ex-premier ministre,
m'avait dit personnellement, et vous avez dit personnellement, que s'il devenait Premier ministre, il l'annexerait, ce qu'il n'a pas du tout fait, puisqu'il a, au contraire, il a permis la construction de maisons palestiniennes sur ce territoire C. Illégal sur ce territoire C. Donc, les guerres, le manquement aux paroles données, et surtout, ce qui est le dernier point qu'il faut évoquer, Richard, c'est que il y a 2 ans, c'était au mois de juillet, juste avant les accords de normalisation avec les Émirats, nous étions sur le point d'annexer donc cette zone C. Et ça a été le point de conflit avec les Émirats. N'annexez pas et on peut signer cette normalisation des pays arabes. Je pense aujourd'hui qu'avec le conflit qui germe depuis 20 ans avec l'Iran, avec le voyage de Biden qui est surtout là pour resserrer et peut-être pour normaliser les liens entre Israël et l'Arabie Saoudite, et l'évolution donc de tous les conflits dans la région vont peut-être permettre, sans qu'il y ait de contrepartie, à ce que Israël, une fois pour toutes, puisse mettre des frontières véritables et reconnues internationalement. Alors justement, plus concrètement, puisque notre sujet c'est de savoir quel serait le moment le plus opportun, prenons le cas d'aujourd'hui. Est-ce qu'il est aujourd'hui, en cet été 2022, plus dangereux pour Israël de maintenir le statu quo actuel, qui existe depuis l'après-guerre des 6 jours à ses frontières, ou est-ce que c'est plus dangereux qu'il fasse ça que d'attendre une solution globale au plan régional? Est-ce qu'on peut encore attendre, ou est-ce qu'il faut essayer d'avancer par nos propres moyens avec nos moi, alliés? Je ne pense pas qu'il y aura de solution au niveau régional, parce qu'il y a des intérêts contraires, que ce soit de Jordanie, d'Égypte, des Émirats, etc. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas faire ce pas qui est un pas important, c'est-à-dire finalement faire passer la Judée-Samarie, en tout cas la zone C, sous souveraineté israélienne. Il faut savoir qu'elle l'est de facto. Elle l'est de facto. Il reste plus qu'à la déclarer israélienne. C'était tout l'enjeu de la loi de Gideon Sa'ar, la loi de Judée-Samarie, qui n'a pas été revotée. Et je pense que le momentum, le hitouille, comme on dit en hébreu, n'est pas encore bon, puisque nous allons, depuis 2 jours, nous allons vers un gouvernement intérimaire qui, d'après ce que j'ai compris, va nous emmener à des élections. On pensait le 25 octobre, mais ça sera peut-être le 1er novembre. Ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose, mais ces élections vont bloquer tous les processus. Toutes les nominations, d'ailleurs, que ce soit les nominations des chefs d'état-major, des conseils juridiques du gouvernement, des juges, etc., et vont bien évidemment, je ne pense pas qu'une majorité, du moins qu'un gouvernement intérimaire fera cela, c'est impossible, il n'en a pas les capacités juridiques, et je ne pense pas que le prochain gouvernement, puisque statistiquement, au niveau des probabilités, il est à parier que c'est Bibi Netanyahou, qui reprendra les rênes. Je ne pense pas que ce sera sa priorité. Sa priorité, bien évidemment, c'est l'économie, ça apaiser le peuple et surtout faire face au problème le plus important, c'est l'Iran. Alors justement, si le leadership palestinien à Gaza comme à Ramallah, c'est-à-dire qu'il s'agisse de l'OLP, du Fatah comme du Hamas de Gaza, reste toujours aussi intransigeant, irrédentiste et partisan du tout ou rien. Alors, Israël, est-ce que ce ne serait pas préférable qu'il commence à définir lui-même ses frontières en tant que frontières défendables? Il y a eu cette notion qui a été mise en avant, la notion de frontières défendables. Il y a quelques années même, Israël a fait une campagne à l'étranger pour expliquer ce qu'étaient les frontières défendables. C'est-à-dire qu'en aucun cas, Israël pourrait renoncer à sa frontière orientale dans la vallée du Jourdain. Et est-ce que donc il n'y a pas un travail préalable, au-delà des solutions diplomatiques qui pourraient arriver dans finalement, pas tout de suite, comme vous disiez, mais est-ce qu'il n'y a pas déjà, en coordination peut-être avec certains des signataires des accords d'Abraham, est-ce qu'il n'y a pas, d'après vous, une possibilité qu'on avance des pions dans cette notion de la définition de frontières défendables ? Moi, je pense que comme cela a été fait pour le Golan, comme cela a été fait pour
d'un côté pour l'évacuation de Gaza, d'un autre côté ou pour l'annexion de Jérusalem-Est, je crois qu'il faut avancer de façon volontariste. Je pense que le statu quo est quelque chose qui tue, et je pense qu'il faut aller véritablement vers la décision qui devait être prise il y a 2 ans, c'est-à-dire bien évidemment en concertation avec nos nouveaux amis, parce que on a des amis objectifs aujourd'hui, les Émirats et certainement l'Arabie Saoudite dans quelques semaines. Avancer avec eux, mais sans compromis. Je crois qu'on ne peut pas rester indéfiniment. De la même façon, et vous étiez vous-même, Richard, sur le mont du Temple, de la même façon que le statu quo sur le mont du Temple est un statu quo qui est dépassé. Il est dépassé parce que la souveraineté sur le mont du Temple, c'est une souveraineté israélienne, et on ne peut plus monter sur le mont du Temple en songeant qu'on ne peut ni prier, ni manifester sa judéité, et ni montrer que finalement on est chez nous, quoi. Alors justement, puisqu'on parle de frontières, il y a un aspect tout de même intéressant qu'on pourrait rappeler dès maintenant à nos partenaires de paix des accords d'Abraham, et c'est les constatations qu'avaient fait les généraux américains à la fin de la première guerre du Golfe en 91, lorsque certains de ces généraux qui n'avaient pas quitté depuis longtemps le Pentagone, en fait, sont retrouvés sur le terrain. Ils ont visité Israël pour la première fois, certains d'entre eux. Ils sont montés sur le Golan, ils ont vu la vallée du Jourdain, et ils ont fait des rapports ensuite, et ils ont été plusieurs à conclure une chose intéressante, c'est que contrairement au lieu commun qu'on avait entendu dans les médias pendant cette première guerre du Golfe, à savoir qu'à cause des missiles de Saddam Hussein ou d'autres qui mettaient quelques minutes, même pas, pour arriver sur les villes israéliennes, la fameuse notion de profondeur territoriale n'a pas d'importance parce que aujourd'hui c'est la guerre des missiles et que ça sert à rien du terrain face aux missiles. Or eux avaient conclu à l'inverse. Ils avaient dit justement il est impensable qu'Israël puisse survivre sans la profondeur de la vallée du Jourdain et du Golan, tout simplement parce qu'on peut faire du dommage à un pays avec des missiles, mais on ne conquiert pas avec des missiles. Tout à fait. Et donc, ils avaient dit que cette profondeur du territoire, en plus, rapportée en termes de stratégie israélienne, on sait très bien que chaque kilomètre sur le terrain, c'est autant de temps pour la montée en puissance de la réserve, et on l'avait vu pendant la guerre de Kippour, où on avait été envahi au nord et au sud, et où il a fallu faire un énorme effort de course contre la mort et la montre, pour faire monter en ligne des réservistes qui venaient des villes, et ça c'est du temps, et le temps c'est du terrain. Et donc ça, est-ce que ces arguments pour un futur découpage des frontières, de frontières défendables, c'est quelque chose que Israël peut expliquer à ses partenaires? Totalement, je vais vous dire, on a un exemple qui est extrêmement probant en ce moment, c'est la guerre en Ukraine. Poutine a beau envoyer des missiles, et les missiles les plus performants du monde. Je rappellerai la puissance de ces missiles qui volent à Mach 5 et à Mach 6. C'est hallucinant. Une grosse puissance de feu aussi. Et on peut avoir toute la puissance de feu du monde, mais s'il n'y a pas de profondeur stratégique entre un pays et un autre, c'est un espèce de no man's land extrêmement important qui permet de freiner les invasions de blindés et les invasions de fantassins, etc. Donc je suis depuis toujours d'accord avec cette version américaine que, effectivement, à l'heure des missiles, il y a des batteries antimissiles, et parmi les meilleures au monde que détiennent les Israéliens, mais il faut surtout pas mettre aux oubliettes ce besoin quasiment existentiel d'avoir une profondeur stratégique, avoir cet espace malheureusement vital. J'aime pas employer ce mot-là parce qu'il nous rappelle d'autres choses, mais un espace vital, de façon à ce que demain les Syriens ne soient pas sur Tibériade, ou que les Jordaniens ne soient pas sur Jérusalem en quelques minutes. Donc évidemment, c'est un espèce de chilouf, de mélange entre la puissance des missiles et des antimissiles, la profondeur stratégique et la valeur de nos blindés qui seront toujours là pour nous. Alors, pour aller justement dans le même sens, à l'heure où, comme vous le connotiez,
l'affaire de la guerre faite aux Ukrainiens par les Russes remet à l'ordre du jour l'importance d'une frontière et au cœur de l'Europe, ce qui a surpris tout le monde, puisque l'Europe avait pendant 3 décennies vilipendé Israël en disant mais quel est ce pays arriéré et finalement qui vit l'arme au pied pour défendre une frontière avec un drapeau. Le fait est que la guerre qui rééclate en Europe remet à l'ordre du jour le problème des frontières et de la profondeur territoriale. Alors quel serait très rapidement, parce que ça c'est un sujet en tant que tel de géopolitique et de topographie même, mais quels seraient les différents critères qu'Israël devra prendre en compte le moment venu, avec ses éventuels partenaires pour un pacte de paix, pour définir ses frontières? Qu'est-ce qu'il faudra prendre en gros, pour que les auditeurs comprennent que c'est un sujet compliqué, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte pour définir des frontières? Moi, je pense, comme vous le disiez tout à l'heure, que on est dans un... Vous parlez du juif des nations, comme le disait notre ami Zichrono Livracha, Paul Gineski, qui écrivait pour nous. Je disais donc qu'il faut... J'ai perdu un peu le fil là, mais bon. Il faut donc des critères bien. Voilà, bien... non, au contraire, ce que je pense, c'est que dans la mesure où nous sommes caractérisés par l'antisémitisme, l'antisionisme, par des guerres de propagande interminables, par des guerres de marketing politique qui nous... Je pense que la seule chose, c'est la politique du fait accompli. Point final. Je veux dire, demain, comme l'avait dit Bennett, comme l'avait dit Benjamin Netanyahou, Naftali Bennett, Benjamin Netanyahou, et combien d'autres, Gideon Sa'ar le premier, il faut d'ores et déjà, quand le moment sera venu, et je pense que le meilleur moment, ça sera certainement en 2023, aux alentours de Pâques ou peut-être de juillet, annexer de fait et de jurer, annexer la Judée-Samarie. Je crois qu'il n'y a pas d'heure pour le faire, il n'y a pas de momentum, il faut le faire parce que c'est toute la... il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Israéliens qui vivent sous un régime hybride, à la fois de militaire et à la fois civil, et il faut leur rendre un vrai statut d'Israélien, et faire en sorte qu'ils vivent de la même façon que les autres. C'est intéressant ce que vous dites, parce que le fameux auteur... écrivain israélien Aleph Bet Yoshua, qui nous a quittés il y a quelques semaines, était pendant toute sa vie un partisan de la solution à 2 États. Et en fait, en 2018, il a surpris tout le monde dans un article d'un journal à Haaretz en disant que c'était absolument pas, que comme justement il y avait plus d'un demi-million et sans doute qu'il y en aura encore plus d'Israéliens qui vivent en Judée-Samarie, ce sera impossible d'arriver à cette solution. Alors, je voulais peut-être conclure, puisqu'on s'approche de la fin de notre temps, mais je voulais conclure par une espèce de détour par la notion de frontière telle qu'elle est décrite dans le Tanar. Ce texte de la Bible hébraïque était si cher à Ben Gurion. En fait, c'est absolument incroyable, c'est qu'il n'y a pas une frontière fixe qui est donnée à Israël. Si vous lisez bien entre les lignes, entre la promesse qui est faite à Abraham, à l'alliance entre les morceaux, on lui parle d'un pays qui ira jusqu'à l'Euphrate, ou tout du moins non, on lui parle des 3 terres qui sont de l'autre côté du Jourdain, c'est-à-dire la Transjordanie. Ou alors, vous prenez l'une des dernières parachas, je crois que c'est la théorie du Grand Israël. Oui, ça, les théories. Mais vous prenez par contre dans la Torah écrite, le 5e livre dans Dvarim, vous prenez les frontières d'Israël telles qu'elles sont définies et commentées par Rashi. Vous apercevez qu'il s'agit des frontières en fait plus ou moins actuelles, de la mer jusqu'au Jourdain. Et puis il y a justement la promesse qui avait été faite à Abraham d'un pays d'Israël qui irait de la mer jusqu'au grand fleuve, à l'Euphrate. Donc en fait, il y a 3 définitions des frontières, si bien qu'il n'y en a aucune qui est bien précise. Et on a l'impression que le message qui est véhiculé par le texte biblique, peut-être que c'est ce que Ben Gurion avait compris en disant qu'aucune génération d'Israël ne pouvait trancher
en se coupant d'une partie d'Eretz Israël, parce que finalement, le pays a la frontière qu'il mérite par rapport au degré de cohésion interne, de cohésion sociale de sa population, et que donc justement, alors que dans des domaines très précis, la Torah est très claire, très même entrant dans les détails, il s'avère que là, il y a un flou artistique sur la notion de frontière qui laisse en fait la part à l'initiative humaine. Pour rebondir sur ce que vous disiez à propos de la corrélation qu'il y aurait entre la cohésion sociale et les frontières, si j'étais un peu cynique, je dirais qu'aujourd'hui, nos frontières pourraient s'arrêter à Tel Aviv, parce que il y a une telle dichotomie entre une partie du pays et une autre partie du pays. J'avais même pensé et écrit qu'on pourrait peut-être arriver, qu'à Dieu ne plaise, à une scission de l'État d'Israël entre certaines élites que je ne citerai pas ici, et d'autres élites un peu moins, entre le nord et le sud, entre les pauvres et les riches, entre les religieux et les non-religieux, entre les Ashkénazes et les Sfarades aussi. Il faut appeler un chat. Et donc, si on faisait une corrélation, effectivement, entre cette cohésion sociale qui n'existe pas, et qu'on va peut-être retrouver, la définition des frontières, on se serait arrêté non pas à Bnei Brak, mais à Ramat Gan. Il est évident que d'abord, l'un des premiers Critères ? Non, l'un des premiers projets qu'aura à faire le prochain gouvernement, c'est de faire en sorte qu'on retrouve... Alors, ce gouvernement de changement n'est pas du tout arrivé à le faire. Il a même exacerbé les conflits. On retrouve plus les choses qu'on a en commun que les choses qui nous séparent. C'est clair. Voilà, retrouver les choses que nous avons en commun. Et les choses que nous avons en commun, c'est d'abord l'amour du pays, c'est le judaïsme, c'est la volonté d'entreprendre, la volonté d'apprendre aussi. Et je pense que peut-être à travers ce travail philosophique, les frontières se définiront d'elles-mêmes. Parfait. Écoutez, merci André pour ces réflexions qui convergent en fait. Et merci d'être venu au Studio Qualita. Merci à vous. Merci aux auditeurs du Studio Qualita. Et à la semaine prochaine.